Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés, pendant cette semaine et que si c'était le cas, vous avez pu rattraper si vous aviez un peu de retard. Donc j'imagine que vous m'entendez bien, il y a déjà pas mal de gens qui commencent à parler dans le chat. Donc comme d'habitude, on va fonctionner, comme ça, donc je vais faire le cours et évidemment vous n'hésitez pas à intervenir dans le chat, hein, je l'ai en face de moi donc je prendrai vos questions, pratiquement en même temps que vous les formulez. Alors le cours d'aujourd'hui, c'est un cours sur les, NUPLAY et sur les listes avancées, c'est-à-dire qu'on va faire encore des exercices sur les listes, qui correspond au cours qu'on avait fait la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines et on va utiliser donc, des listes un peu plus complexes, on va dire, peut-être des listes de listes ou des listes de NUPLAY et sans plus attendre, on va commencer, par ça avec le plan du cours. Donc, ce qu'on va voir ici, donc, c'est les NUPLAY. On va voir 2 choses, hein, donc je vais expliquer ce que c'est qu'un NUPLAY, comment on les construit, comment on les déconstruit. J'expliquerai ce que ça veut dire. Des exemples d'utilisation de NUPLAY. Alors ça va être un cours où il y aura pas mal d'exemples, hein, donc il y aura pas mal de en gros de problèmes, formulés et puis des solutions sous la forme de code. Donc, l'exemple d'utilisation, donc quand c'est en paramètre de fonction, quand c'est, pour à l'intérieur d'un return et comment faire ensuite des listes de NUPLAY et ensuite, on verra, quelque chose qui est pas tout à fait dans le à propos des NUPLAY, mais ça sera quand vous avez des problèmes et que c'est un peu complexe, comment les décomposer, pour, pouvoir résoudre ça de manière plus simple. Alors, on va commencer avec les NUPLAY. Donc ici, un NUPLAY, c'est une structure de données qui permet, d'agréger des données de types différents. Bon, alors c'est, agréger, ça veut dire mettre ensemble, hein. Donc c'est une structure de données. Donc on a déjà vu comme structure de données les listes. Maintenant, c'est une nouvelle structure de données qu'on voit, c'est les NUPLAY. Et donc il y a une définition un peu formelle ici. Donc pour un n fixé, donc qui a au moins 2 éléments, hein. Un UP, c'est une donnée, donc E1, E2 jusqu'à En, hein, un ensemble de n données, donc composé de n éléments qui peuvent être chacun d'un type différent. Donc E1 d'un type T1, E2 d'un type T2, En d'un type Tn, hein, et puis ces types, ça peut être booléen, chaîne de caractères, string, entier, flottant, et ça peut aussi être une liste ou, encore une fois un tuple, hein. Donc on peut avoir plusieurs choses comme ça qui sont, parce que ça définit, quand on vous dit une structure de données, ça veut dire que ça peut définir des nouveaux types. Évidemment, ces nouveaux types, on va encore les réutiliser, hein, de manière récursive comme ça, quoi. Et on vous dit le type d'un NUPLAY, c'est le produit cartésien T1, T2, hein, qu'on connaîtra, tout pan ou tuple en français, hein, des différents types qui sont là. D'accord? Donc il faut bien voir dans cette notation-là, c'est que tuple, ici, c'est un mot-clé réservé, là, qui dit que c'est un NUPLAY. C'est le mot-clé en Python pour dire NUPLAY. Et T1, T2, Tn, là, et puis les petits points ici, ça remplacé par des vrais types, hein, pour dire que c'est en fait l'association de plusieurs types comme ça, les uns derrière les autres. Alors, on va commencer à regarder tout de suite des exemples, là, ça sera plus simple pour vous, pour comprendre plutôt que les définitions, formelles, hein. Après, vous pourrez regarder les définitions formelles une fois que vous avez bien compris les exemples, hein. Donc construction des NUPLAY, donc un NUPLAY, est composé des expressions E1 jusqu'à En, hein, donc les expressions, c'est ce qu'on a vu au premier cours, hein. Donc une des expressions, elles ont un certain type et puis, une valeur. Donc ça se construit par, on ouvre une parenthèse ici, on met la première expression, une virgule, la deuxième expression, une virgule, etc. Jusqu'à la dernière expression, une virgule. Donc tout ça, voilà, c'est juste la syntaxe de la NUPLAY, donc qui est extrêmement simple, hein. On ouvre une parenthèse, on fait une parenthèse, on met des virgules. Donc ça ressemble à la notation pour les listes, hein, sauf qu'avec les listes, ici, c'était des crochets et pas des parenthèses. Donc des petits exemples aussi de NUPLAY. Alors ça nous dit que c'est des expressions atomiques, hein, c'est-à-dire qu'un NUPLAY, c'est une chose. Il est composé de plusieurs choses, mais c'est une seule chose. Donc par exemple ici, si je fais le NUPLAY avec un entre guillemets, c'est la chaîne de caractères UN et true, hein, il me répond la même chose. Ici, si je fais 1, la chaîne de caractères 2, le flottant 3, la chaîne de caractères 4 et l'entier 5, bah, il va me répondre exactement la même chose.
Et pareil ici, on peut faire un NuPlay avec, cette fois-ci, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments dedans, hein. Il y a bien 6 éléments. Le 0, qui est un entier, true, qui est un booléen, 2, qui est un flottant, 3, là, entre guillemets, c'est une chaîne de caractères. Ici, on a une liste 4, 5. Et ici, on a un NuPlay qui est composé d'un entier 6 et d'un flottant 7.3. Donc on voit bien, hein, ce que je répète, hein, c'est qu'il y a bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses, hein, dans le NuPlay. C'est un NuPlay à 6 éléments. Et il est composé éventuellement de structures qui sont plus complexes que des types simples comme ça, hein. Mais le fait que ce NuPlay à 5 éléments, pardon, 6 éléments, pardon. Cet NuPlay à 6 éléments contienne un autre NuPlay à 2 éléments, bah ça augmente pas son nombre d'éléments, hein. C'est juste que son dernier élément ici, il est plus complexe. Donc, question, quel est le type de ces expressions? Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, on l'a déjà dit un petit peu, je l'ai déjà dit un petit peu par oral. Alors, petite question d'évêque. In fine, les NuPlay permettent de prendre en compte tout plein de types différents réunis. Indépendant de la complexité. Oui, oui. Donc ça veut être récursif, hein. Donc un NuPlay peut contenir un NuPlay, il peut contenir aussi des listes, même des listes de NuPlay. Donc voilà. Donc si à regarder après, pour savoir combien il y a d'éléments à NuPlay, on regarde juste au premier niveau. Et puis après, on peut regarder encore en dessous, quoi. Donc c'est effectivement ce que tu dis, hein. Il peut contenir tout plein de types différents, y compris des types complexes. Des types composés, on appelle aussi. Alors, on va regarder, merci pour ta question. On va regarder un peu les types de tout ça. Donc 1, 1, 1, donc son type, ça va être tuple ou tuple. Et a priori, je ne l'avais pas écrit, ouais. Donc là, on a bien la notation tuple avec un crochet et la liste des types qui est derrière. Alors, hop, je reprends. Donc tuple, ici, donc premier élément, c'est un int. Ensuite, deuxième élément, bah, c'est une chaîne de caractères, donc str. Et troisièmement, true, donc c'est un booléen. Bool. Voilà, je ferme le crochet. Donc voilà pour le type du premier. Le type du deuxième ici, bah, c'est encore un tuple. Premier élément, c'est un entier aussi. Deuxième élément, bah, c'est une chaîne de caractères str. Troisième élément, 3.0, c'est un float. Et ensuite 4, bah, c'est encore une chaîne de caractères. Et le 5 ici, c'est un entier. Donc voilà le type du deuxième truc. Voilà. J'espère que ça vous pose pas de difficulté, hein, sinon n'hésitez pas à intervenir. Troisième élément, alors là, c'est celui qui est plus complexe, hein. Donc je vais l'écrire, j'espère que j'aurai la place, sinon je passerai la ligne. Tuple, donc 0, premier élément, c'est un entier. Ensuite, ici, j'ai true, donc ça, c'est un booléen, bool. Ensuite, là, j'ai 2.0, donc ça, c'est un float. Ensuite, 3, c'est une chaîne de caractères, str. Ensuite, l'élément suivant, c'est lui, c'est 4, 5. Donc ça, c'est une liste d'entiers. Donc on va l'écrire. Donc ensuite, j'ai une liste d'entiers, virgule, et il y a encore un élément qui est ici, là. Et là, on voit que, là, c'est des parenthèses, hein, donc c'est un tuple de 2 éléments, un entier et un flottant. Donc je vais le mettre à la ligne, là. Et un tuple de int et float. Voilà, donc je ferme le crochet pour ce tuple et je ferme le crochet général de l'autre tuple, hein. D'accord? Si je les mets en jaune, là, en vert. Ici, là, j'ai ouvert un crochet ici, hein, je l'ai refermé ici, hein. D'accord? Alors j'ai une question. Donc s'il y a 3 int dans le NuPlay, est-ce que c'est tuple de int ou tuple de int int int? Bah c'est la deuxième, hein, tuple de int int int. D'accord? On précise tous les types, hein. Alors évidemment, voilà, on va regarder si on a eu bon, là. Donc
effectivement. Si je regarde ici, là, il y a les mêmes, les types, ils sont redonnés ici, quoi. Pardon. Donc voilà, donc c'est bien effectivement ce qu'on avait trouvé, hein, et vous voyez qu'un tuple, hein, il peut contenir un autre tuple. Voilà, donc on a vu un peu les types de ça, quoi. Et on va voir un peu c'est quoi la différence avec les listes, hein, ce que Imagine ici, là, ce que ta question suggère aussi, c'est la comparaison aussi avec les listes, hein. 7.3, c'est un float. Oui, bah, c'est ce que j'avais écrit, me semble-t-il. Ouais, 7.3, c'est un float, ouais. Donc là, 7.3 était là, hein, j'ai bien indiqué que c'était un float ici. C'est pas le dernier, mais il fait partie d'un tuple qui est un tuple int float. Voilà, j'espère que ça va. Hop. Donc un peu de vocabulaire ici, là. Donc si c'est un tuple avec deux éléments, on appelle ça un couple. Si c'est un tuple avec trois éléments, on appelle ça un triplet. Et à quatre éléments, un quadruplet. Ok, bah, j'espère que maintenant c'est bon. Donc ça, c'est un peu quel vocabulaire, là, si on a peu d'éléments dans le tuple, on a du vocabulaire pour ça, quoi. Alors, le typage, donc si je demande, donc vous pouvez demander ça dans Mister Python, hein, vous pouvez demander les types des éléments. Si je demande le type de ce tuple à trois éléments, là, il va me dire que c'est un tuple, hein. Donc pareil, quel que soit le tuple que vous lui demandez, il vous dira que c'est classe tuple. Donc voilà, ça c'est juste pour montrer qu'effectivement, donc il va pas plus loin, hein, il dit que c'est une classe tuple, hein, quand vous lui demandez. De toute façon, c'est pas très utile, hein, ça, hein, ça déjà, jamais vous écrirez ça dans des programmes. Type, vous l'utilisez pas dans des programmes. Vous l'utilisez vous pour regarder le type d'un truc dans la console, mais vous allez jamais écrire des programmes où vous faites des tests de type, hein. Alors, différence avec les listes, c'est quoi la différence avec les listes? C'est que, alors à moins que vous ayez des suggestions dans le chat, mais il va falloir aller vite, hein. Donc la différence, bon, en gros, il y a deux différences avec les listes, hein. Mais la différence principale, c'est que list, hein, donc c'est un peu ce que tu avais dit, Maginisti, là. Quand on écrit une liste, ben, on écrit liste si on veut jouer une liste d'entiers, j'écris liste d'entiers, quoi. Alors, ouais, tu me dis que c'est moins varié, c'est peut-être ça que tu veux dire? Ouais, les différences, c'est pareil, ouais. Ouais, Lucie, c'est les Luciennes. Effectivement, dans une liste d'entiers, là, il n'y a que des entiers dedans. Il ne peut pas y avoir autre chose. Donc, une liste, il y a toujours la même chose, hein. Alors que dans un tuple, il peut y avoir des types différents à l'intérieur. Et la deuxième différence, c'est que les listes, elles peuvent avoir des tailles arbitraires, on peut les agrandir ou pas avec append, hein, vous vous souvenez d'append, pour mettre un élément ça modifie une liste en lui mettant quelque chose à la fin. Donc on peut modifier les listes, c'est-à-dire les agrandir, éventuellement les réduire. Alors qu'avec les tuples, non. Les types, ils ont une taille fixe dès le départ, quoi, qui est définie dans le type, hein. D'accord? Donc si je regarde ici, effectivement, donc on peut contenir des valeurs de types différents, le tuple, et il a une taille qui est fixée, hein. Donc ce qui n'était pas le cas pour les listes, hein. Donc c'est vraiment deux objets qui n'ont pas du tout les mêmes usages. Alors, instruction pour la déconstruction. On a vu comment construire, hein. Pour construire, on ouvrait une parenthèse, on met ce qu'on veut dedans, séparé par des virgules, et voilà, on a créé un tuple. Comment on déconstruit un tuple? Donc, si on a un uplet qui s'appelle T, qui est de type tuple avec ces différents types-là, T1, type T1, type T2 jusqu'à type Tn. Donc, pour le déconstruire, on va écrire l'instruction suivante. D'accord? Donc, c'est une affectation. Donc, T, c'est notre tuple. Et vous voyez que l'affectation, contrairement à ce qu'on avait vu avant, où à gauche du égal, ça a été toujours une seule variable, hein, ou une case d'une liste, ou quelque chose comme ça, quoi. Quoique ça, oui. Ouais. Ouais. Là, il y en a plusieurs séparés par des virgules, hein. Et il y en a autant que des types qu'il y a à l'intérieur de la définition du type du tuple. Donc ici, ça permet de décomposer mon tuple T dans ces différents éléments ici et leur donner des noms. Donc V1, c'est une variable qui est de type T1, hein, et qui va recevoir le premier élément du tuple. V2 qui T2 va recevoir le deuxième élément du tuple, etc., etc.
Donc on va plutôt voir ça sur des exemples, hein, donc ça c'est de manière un peu formelle. Donc imaginons que j'ai une variable t, hein, qui a été déclarée comme étant un tuple d'un entier, un booléen et une chaîne de caractères, et qui a été initialisée avec 1, true et blion. Alors, l'instruction de déconstruction, on peut écrire n,b,s, hein, donc ça c'est votre choix de nom de variable, hein, égale t, hein, cette variable t que je viens de définir ici. Et après, donc ça permet de récupérer dans les valeurs de contenues dans t et de les donner respectivement variables n, b et s. Donc si je demande ensuite, après avoir exécuté ça, si je demande ensuite combien vaut n, il va me dire que ça vaut 1, c'est le premier élément qui était là. Si je demande combien vaut b, il va me dire true, qui était le deuxième élément qui était là. Et S, hein, il va me dire que c'est Blion qui est là. Et, hein, ils auront, et N, B et S auront respectivement les types entier, booléen et chaîne de caractères. D'accord, donc c'est pas très compliqué, hein, mais ça c'est super utile, quoi. C'est que vous pouvez pas travailler avec des tuples juste comme ça. Bon, éventuellement vous pouvez peut-être les copier, mais c'est pas très utile, quoi. Au bout d'un moment, pour pouvoir manipuler les tuples, il va falloir sortir les éléments qui sont à l'intérieur. Et donc ça se fait de cette manière-là. On écrit autant de variables qu'il y a d'éléments dans le tuple, et chaque élément du tuple va se retrouver dans cette variable-là. Alors, il est contrairement à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à maintenant, on vous dit chaque variable que vous utilisez, vous êtes obligé forcément de la déclarer. C'est-à-dire d'écrire 2 points et son type. Là, vous avez vu que dans l'exemple qu'on a écrit, là, on n'avait pas écrit le type de n, ni le type de b, ni le type de s. Mais les types de n, b et s, on peut les déduire facilement, hein, puisque évidemment, comme on les récupère à partir d'un tuple, hein, on sait là que, en regardant dans le même ordre, hein, que n sera de type entier, b sera de type booléen et s sera de type chaîne de caractères. Donc, on n'est pas c'est pas obligatoire de déclarer les variables, mais on peut le faire quand même, hein. Il est possible de le faire, et n'hésitez pas à le faire si c'est pour que ça soit des fois plus clair. Donc, par exemple, si j'ai t qui a un tuple, alors ça, vous êtes obligé de le déclarer, ça, hein. Quand vous déclarez un tuple comme ça, vous êtes obligé de dire que c'est de type tuple, hein. Là, on n'est pas en train de décomposer, hein. Le facultatif, c'est uniquement dans le cas de la décomposition. Donc là, c'est obligatoire, hein. Je vais obligatoire. Donc, un tuple d'entier booléen chaîne de caractères, hein, on lui affecte ça, hein, c'est le même que tout à l'heure. Et un peu plus tard, je veux décomposer T, faire sa déconstruction. Et bien là, c'est optionnel. Je peux dire que n est un entier, b est un booléen, s est une chaîne de caractères, et ensuite faire ma décomposition. D'accord? Ou faire juste un des trois et puis décomposer comme ça. D'accord? Donc là, ces trois lignes-là, elles sont facultatives. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire, puisque le type de NBS se déduit de toute façon du type de T, hein. Donc c'est pour ça que c'est facultatif. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à le déclarer. C'est pas interdit. Alors, comment trouver facilement le type des variables de déconstruction? Bon, je vous l'ai déjà fait juste un petit peu avant. Bah, c'est simple, hein. Dans la déclaration du NUPLAY, du tuple, vous avez les différents types qui sont les uns derrière les autres ici. Ils ont un certain ordre, hein. Donc, int, il est en premier, ensuite bool et ensuite str. Donc, quand on fait la décomposition, donc on a autant d'éléments. Ici, c'est un triplet, hein. Un tuple à 3 éléments, c'est un triplet. Bah, si c'est un triplet, il faudra, pour la décomposition, mettre trois variables, séparées par des virgules. Et chacune des variables va avoir le type qui est indiqué ici, hein, dans le même ordre. La liste, non, vous pouvez pas utiliser cette notation-là pour les listes, hein. Justement, juste parce que les listes, elles n'ont pas une taille fixe, hein. Donc ça pourrait pas marcher. Donc il y a différentes. Ouais, alors moi je suis en train de. Oui, non, je suis en train de lire un message qui était un peu ancien. Ok, donc, mais bon, c'est important de faire, enfin, c'est intéressant de faire une comparaison quand même avec les listes. Donc, comment retrouver les types, ça, on vient de le faire. Et donc, juste avant, je vais quand même dire, il y a une autre manière de récupérer aussi, et je vous le montre juste pour que vous l'utilisiez jamais. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait du Python, vous savez très bien que c'est un tuple T, là. Vous pourrez très bien dire T de 0 qui va donner le N ici, quoi. D'accord? Le premier élément du tuple, hein. Donc, ça sera le 1 ici. D'accord? Et puis, si vous avez T de 1 ici,
ça sera lui. D'accord? Donc il y a la même notation que pour les listes. Bon, je m'empresse de l'effacer aussi, rapidement là. D'accord? Donc pour les tubes, vous avez la notation des listes aussi avec les crochets, avec, comme numéro, 0 pour lui, 1 pour lui et 2 pour lui. Donc 0 pour lui, 1 et 2. Donc vous avez cette même notation, que pour les listes, mais on vous demande de ne pas l'utiliser, hein. D'accord? Donc dès que vous avez affaire à des tuples, hein, vous faites la décomposition de cette manière-là. D'accord? N'hésitez pas à interrompre s'il y a des, questions, peut-être que je vais un peu vite. Alors, on va regarder maintenant des exemples d'utilisation de NUPLAY. Et donc c'est là, la partie où on va regarder un peu pas mal de code. Et donc c'est parti. Alors, dans toute la suite, on va prendre 2 exemples de tuples, hein. Donc on va essayer de les retenir quand même parce que comme ils vont revenir tous, assez souvent, on va pas je vais pas les réafficher sur l'écran à chaque fois. Donc le premier exemple qu'on va utiliser dans les petits exercices qu'on va faire maintenant, c'est, la notion de point dans le plan. Donc un point dans le plan, ça a une abscisse, une ordonnée, hein, qui est type un nombre, réel a priori, donc qui sera représenté par un flottant. Et donc là, on utilisera comme type, tuple de float et float. D'accord? Donc ça, c'est pour un point dans le plan. On va utiliser ça comme exemple. Et on va utiliser aussi un deuxième exemple qui va être le type personne. Alors le type personne, on va utiliser parce qu'on veut manipuler une base de données qui regroupe des informations sur des personnes. Elle sera composée d'un prénom et d'un nom, donc qui seront après des chaînes de caractères, d'un âge, qui sera entier, et est-il ou elle informaticienne? Là, on utilisera pour ça un booléen. Voilà. Donc le type, d'après ces informations-là, c'est tuple de, alors prénom et nom, donc chaîne de caractères, lui pour le prénom, lui pour le nom, l'âge, et le booléen pour dire si c'est true, c'est que la personne est informaticienne, et false si c'est pas le cas. Donc retenez bien ça parce qu'à chaque fois, quand on va le décomposer, ça sera en premier le prénom, le nom, l'âge, et ensuite si c'est un informaticien. Hop. Alors, ça, c'est très utile, hein. Donc, souvent dans les exercices qu'on vous donnera en contrôle, on donnera un nouveau nom à ce type, hein, parce que c'est assez long, les types tuples, là, ils sont assez longs à écrire, hein, parce qu'il faut écrire tous les types qui le composent, donc ça prend pas mal de place, hein. Donc, il est possible de donner un alias de type, hein, c'est-à-dire lui donner un nom pour simplifier la lecture. Donc, par exemple, on écrit point égal tuple de float float, et maintenant, partout où on écrira point, c'est comme si on écrivait tuple de float float. Mais point, c'est quand même plus court que d'écrire ça à chaque fois. Pareil, on peut écrire un type personne, hein, avec le tuple chaîne de caractères entier booléen. Vous remarquerez qu'on a, par convention, par les types, on met une majuscule, hein, en premier. Voilà. Donc ça permet de donner des nouveaux noms à ces types-là, hein, pour que ça soit moins fastidieux de les écrire, hein. Et donc dans la suite, hein, à chaque fois, il y aura écrit point et personne, mais il faudra jamais toujours se souvenir que ça correspond à ces 2 définitions de tuples, hein. Alors, premier problème. On est parti. Donc donner la spécification et une définition de la fonction qui calcule la distance entre 2 points. Alors des distances entre 2 points, donc c'est une fonction qui doit calculer la distance entre 2 points, donc c'est une fonction qui prendra 2 arguments, qui sont des points, et qui renverra une distance, donc de type float. D'accord, donc on peut déjà écrire la spécification. Donc def, donc il s'appelle, on a décidé de l'appeler distance, hein, cette fonction. Elle prend P1 un point, c'est-à-dire un tuple de float float, et P2 un autre point, c'est-à-dire aussi un tuple de float float, hein. Donc point, c'est parce que je les ai renommés comme ça. Et ça me renvoie un float, hein, qui est bien le type de la distance entre 2 points. D'accord? Et spécification, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne la distance entre les points P1 et P2. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire, cette spécification. Et maintenant, la question, c'est comment on le calcule. Donc comment on le calcule? Bon, ça, c'est une formule de maths. Après, c'est pas quelque chose qu'on vous demandera forcément de connaître, hein. De toute façon, dans un énoncé, on vous rappellera la formule si nécessaire. Ça, c'est pas
Vous n'allez pas être impressionné par les maths, hein. Donc l'algorithme, c'est ça. Enfin, l'algorithme, c'est un bien grand mot pour quelque chose d'aussi simple, hein. Donc la distance entre un point P1 de coordonnées x1, y1 et P2 de coordonnées x2, y2, donc c'est la formule suivante, racine carrée des différences au carré des abscisses et additionner avec les ordonnées aussi. La différence des ordonnées au carré aussi. D'accord? Donc une formule que vous connaissez depuis longtemps. Donc là, elle vous est redonnée. Donc on n'a plus qu'à traduire ça en Python pour que ça marche. Alors là, le problème, c'est qu'on a affaire à des tuples, hein. Bon, alors, implémentation. Donc, import math, c'est juste parce qu'on va utiliser SQRT ici, hein. Mais mis à part ça, donc distance, là, on retrouve la spécification. Donc l'idée là, c'est de décomposer les tuples, hein, parce que j'aurais besoin de l'abscisse de P1, l'ordonnée de P1, l'abscisse de P2, l'ordonnée de P2. Et là, pour l'instant, j'ai que P1 et P2, hein, j'ai pas décomposé. Donc, pour récupérer l'abscisse, l'ordonnée de ces deux points, les abscisses et les ordonnées de ces deux points, il faut bien décomposer. Donc, je déclare x1 type float, y1 de type float, et après, je dis x1, y1, et reçoit P1. Donc ça va bien décomposer mon tuple P1, enfin le couple P1 en ces deux éléments x et y. Alors évidemment, les deux parties-là, ici, hein, ces deux lignes-là, elles sont facultatives, hein, celles-là aussi. Donc on n'est pas obligé de les écrire uniquement parce que c'est des tuples, hein. C'est juste pour décomposer un tuple. On peut faire la même chose ici, là, pour le P2. Et donc maintenant que j'ai décomposé P1 et P2 et que j'ai x1, y1, x2, y2, là, je vais pouvoir écrire la formule qui est ici. Alors, quand est-ce qu'on utilise import math? Bah, dès qu'on a besoin d'une fonction qui s'appelle math.quelque chose, quoi. Donc si tu regardes, alors Alem, si tu regardes dans ta carte de référence, ça me permet de rappeler qu'il faut que vous ayez toutes et tous votre carte de référence et que vous en serviez. Donc vous l'ayez tout le temps sous les yeux parce que c'est pas le jour du contrôle que vous allez prendre connaissance de ce morceau de papier. Puisque c'est la carte de référence, c'est un document qui sera autorisé pendant les contrôles. Donc c'est tout de suite qu'il faut apprendre à l'utiliser. Donc si on regarde vers la fin de la carte de référence, il y a un certain nombre de fonctions qui sont écrites, comme math.sqrt, mathsin, mancos et tout ça. Donc ça, c'est à ce moment-là qu'il faut, dès que ça commence par math point, il faut faire un import math ici. Voilà, donc ça concerne assez peu de fonctions, hein, vous les verrez là, dans votre carte de référence. Il n'y a pas besoin de savoir plus que ce qu'il y a dans la carte de référence. Voilà, donc quand est-ce qu'il faut l'utiliser dans ce cas-là? Mais bon, a priori, bon, c'est pas. Enfin, les points, c'est pas là-dessus que. Pas parce que vous écrivez des import math au début de chaque solution qu'on va vous demander en contrôle que vous allez avoir des points. Donc c'est un truc que peut-être si vous l'oubliez, ou que c'était nécessaire, vous aurez des points en moins. Donc c'est même pas sûr. Par contre, si vous le mettez, ça rapporte rien. Bon, alors je reviens à ma formule, hein. Donc la formule qui était là, hein. Je suis en train de traduire cette formule-là. Donc x2 moins x1 au carré, y2 moins y1 au carré, j'additionne et je prends la racine carrée. Donc math SQRT, c'est la racine carrée. x2 moins x1, étoile, étoile, on se souvient que c'est pour faire une puissance, hein, donc au carré, plus y2 moins y1 au carré aussi. Voilà. Donc c'est l'implémentation, et ensuite il n'y a plus qu'à faire la validation, c'est-à-dire le jeu de test. Donc distance entre le point de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées 1, 1, bah, c'est racine de 2. Et la distance entre le point de coordonnées 2, 2 et 2, 2, hein, ça donne bien 0. D'accord? Donc ça, c'est bien de faire dans le jeu de test. Là, c'est un test un petit peu général, là. Et ça, c'est un test, ici, là, qui est un test un peu particulier. Hein, on vérifie, quand on fait un jeu de test, on essaie toujours de mettre des cas un peu limites, hein. Donc là, c'est vraiment le cas limite, où la distance, on trouve 0, parce qu'on fait la distance entre deux fois le même point. Voilà. Donc voilà pour un petit exo disons, pour s'entraîner au début pour les tuples, hein. Donc ce qu'on voit là, c'est que les exercices ne sont pas encore très compliqués. Tout ce que vous allez savoir, c'est comment décomposer, hein. C'est-à-dire écrire un certain nombre de variables séparées des virgules, reçoit le tuple. Et évidemment, si P1 c'est un couple, il faut deux éléments ici, hein. Si ça avait été un triplet, il aurait fallu mettre trois variables. Alors, problème suivant. Donner la spécification et une définition de la fonction qui teste si une personne est majeure ou non. Alors là, on revient sur notre type personne, hein. Donc, si vous vous souvenez bien, le type personne avait été défini comme un tuple de
chaîne de caractères pour le prénom, chaîne de caractères pour le nom, entier pour l'âge et booléen pour est-ce que cette personne est informaticienne ou pas. Donc là, il y a directement la solution là. Et après, il y aura un petit exercice à faire chez vous. Alors, est majeur, donc ça prend une personne P, hein, et ça renvoie un booléen, donc vrai ou faux si la personne est majeure. Donc évidemment, ça prend en argument une personne, et donc ensuite, pour regarder si elle est majeure ou pas, il va bien falloir décomposer cette personne pour trouver son âge. Hein. Donc spécification renvoie vrai si la personne P est majeure, hein, et faux sinon. Donc, comment on fait ça? Donc, je déclare un entier qui s'appelle âge. Donc là, il y a écrit explication optionnelle, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, hein, puisque c'est une variable qui va servir pour la décomposition. Et ensuite, on écrit en prénom, après, nom, l'âge et l'information si c'est informaticien ou pas. Donc reçoit P, donc ça va faire la décomposition de P qui est un quadruplet en ces 4 éléments qui sont là. Et essayer toujours de donner des noms qui correspondent vraiment aux éléments du NUPLE. Hein. Et ensuite, je renvoie le booléen âge supérieur ou égal à 18 qui sera vrai si la personne a plus de 18 ans, à 18 ans ou plus. Et donc après, je teste. Hein. Donc là, il y a deux tuples qui sont des personnes, donc avec son prénom, son nom, son âge et si et cette personne est informaticienne. Pareil ici, là, prénom, nom, son âge et si la personne est informaticienne. Et donc on voit dans le premier cas, est-ce qu'elle est majeure? Ça doit être égal à vrai. Et dans le deuxième cas, comme c'est seulement 5 ans, hein, la personne a seulement 5 ans, ça doit donner faux. Hein, parce que la personne n'est pas majeure. D'accord? Hein, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit informaticienne ou pas. Hein. D'accord? Alors, ici, bon, c'était optionnel de déclarer âge, mais aussi on constate aussi que pré, nom et info, on s'en sert pas. Donc là, ça me permet de vous introduire une autre notation. Donc on aurait pu écrire à la place de cette ligne-là la chose suivante. Hein. C'est-à-dire prénom, je m'en sers pas, donc j'utilise underscore. Nom, je m'en sers pas, donc underscore. L'âge, bah là j'en avais besoin, donc âge. Et l'info, si la personne est informaticienne ou pas, ça j'en ai pas besoin, donc underscore. Donc c'est le underscore, c'est le souligné, hein. C'est le tiret du bas. Donc reçoit P. Voilà. Donc on peut très bien remplacer ça par ça, hein, en remplaçant toutes les variables dont on ne sert pas par des underscores ici. Donc c'est une notation qui permet de faire ça. Ça vous évite d'inventer des noms pour les choses dont vous n'allez pas vous servir. Hein. Voilà. Alors, petit exercice à faire chez vous. Écrire une fonction qui calcule l'année de naissance d'une personne. En sachant qu'en imaginant que ces personnes-là, les âges qui sont donnés là, c'est en 2020. Hein, calcule une fonction qui calcule l'année d'une personne, hein, donc c'est quelque chose qui va ressembler à ça. Alors, question d'évêque, est-ce qu'il y a des boucles avec les nuplets? Oui, il y a des boucles avec les nuplets et on va y arriver assez rapidement, mais on va prendre le temps d'y arriver quand même. Donc oui, on va voir ça assez rapidement. Hop. Alors, deuxième type, donc là, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, là, c'est des nuplets, des tuples, qui étaient passés en paramètres de la fonction. Et puis on calculait quelque chose dessus, est-ce que la personne était majeure, ou une distance entre deux points. Là, maintenant, on va voir qu'on peut utiliser les nuplets pour une valeur de retour. Pourquoi tu dis flûte? Ah, parce que tu n'aimes pas les boucles. Mais les boucles, c'est quand même fondamental. Hein. Si on n'a pas de boucle en programmation, on fait aucun programme intéressant. Quoi. Et si tu as un peu du mal avec les boucles, tu vas voir, enfin, c'est à force de pratiquer que ça va rentrer. Hein. C'est pas si sorcier que ça. Surtout que les boucles qu'on avait sur les chaînes de caractères et sur les listes, hein, on pouvait les parcourir comme ça sans s'embêter beaucoup, en disant avec une boucle for pour tout élément de cette liste. Bon, on va y revenir juste après. Donc, DNIP comme valeur de retour. Donc, un exemple de problème. Donner la spécification et une définition de la fonction qui calcule le barycentre de 3 points. Donc, le centre de gravité hein, de 3 points. Donc, c'est une fonction, si on calcule le centre de gravité de le barycentre de 3 points, il faut bien lui donner 3 points. Donc, c'est une fonction qui prendra 3 arguments. Et elle renvoie le barycentre
autrement appelé le centre de gravité, qui est lui-même un point. Donc elle va renvoyer un point. Donc spécification et puis code. Donc barycentre, ça prend les 3 points dont j'ai parlé, et ça renvoie aussi un point. Donc retourne le point désignant le barycentre de P1, P2, P3, donc c'est le barycentre avec des coefficients égaux à 1. Donc là, on a des déclarations ici qui sont, a priori ces déclarations-là sont facultatives, hein, puisque c'est juste pour permettre de décomposer mes couples abscisse ordonnée. Donc P1, je décompose en couple abscisse, le couple P1, je le décompose en son abscisse en ordonnée. Le couple P2 en son abscisse en ordonnée. Le couple P3 en son abscisse en son ordonnée. Et ensuite, il faut que je calcule le centre de gravité. Donc ça va être la moyenne. Ce centre de gravité, il aura pour abscisse la moyenne des abscisses des 3 points. Et comme ordonnée, la moyenne des ordonnées des 3 points. Donc c'est ce qui est écrit ici, le x de mon barycentre, ce sera x1 plus x2 plus x3 divisé par 3. Là, je précise bien qu'il est de type float. Là, c'est obligatoire hein, de préciser son type. Hein. C'est comme avant, hein, ça n'a pas changé. Y, pareil, type float, hein, c'est la moyenne des 3. Et je retourne, là, vous voyez bien, on retourne parenthèse x virgule y. Donc là, je suis en train de construire un couple composé de x et y, hein, où x est un float, y est un float. Hein, donc c'est bien, ça correspond bien à type point. Hein, je rappelle que le type point, ici, là, c'est l'autre nom de tuple, de float et float. D'accord? Donc quand je retourne un truc comme ça, là, j'ai pas besoin de préciser que c'est un tuple de float. Hein. Je vais écrire directement en parenthèse, je mets un float, virgule, je mets un autre float. C'est automatiquement de ce type-là, et donc c'est du type point. Donc voilà, donc ça c'est notre premier exemple dans lequel on renvoie un élément de type point. On aurait très bien pu aussi déclarer un... Mais ça n'aurait pas beaucoup... On aurait pu reconstruire un tuple comme ça, mais bon. Enfin, on aurait pu faire des intermédiaires, mais c'était vraiment inutile. Hein. Donc dès que vous renvoyez le couple directement, c'est bien compatible avec le type qu'on a mis en retour ici. Voilà, donc beaucoup de problèmes des types complexes. Hein. On peut avoir aussi des listes de nuplets. Alors ça, vous allez rencontrer souvent des listes de nuplets, donc tous les problèmes qui vont être des espèces de consultation de bases de données, des choses comme ça, c'est des choses qui tombent très souvent dans les contrôles. Donc on va avoir une liste de tuples avec différents types qui est ici. Quoi. Donc on rappelle qu'on a vu donc, dans le chapitre sur les listes, hein, il y a 2 semaines, qu'on pouvait faire un certain nombre de choses sur les listes. Hein. Donc des réductions, c'est-à-dire qu'à partir de toutes les valeurs de la liste, je calcule une valeur unique sur cette liste. Des transformations, hein, dans lesquelles je change des éléments de la liste. Et le filtrage, dans lequel j'enlève certains éléments de la liste. D'accord? Donc c'est dit. Donc réduction synthétise l'information contenue dans la liste. Bon, on va voir des exemples. On avait vu des exemples type moyenne des éléments de la liste, ou somme des éléments de la liste, des choses comme ça. Alors une transformation, donc modifier l'information de chacun des éléments de la liste. Bon, on verra, peut-être mettre tous les éléments de la liste au carré, par exemple, des choses comme ça. Et filtrage, on renvoie une sous-liste de la liste de départ. Donc là, c'est quand, par exemple, on supprimait tous les éléments impairs de la liste, d'une liste d'entier, par exemple, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment les opérations fondamentales. Très souvent, ça se ramène à ces opérations-là. Il peut y avoir d'autres types d'opérations sur les listes, mais il y a pas mal d'opérations qui se ramènent à ça, à ces grandes familles. Donc le problème, là, on vous demande de donner une spécification et une définition de la fonction qui, étant donné une liste L de personnes, retourne l'âge moyen des personnes composant cette liste. Donc là, on est dans quel cas, là? C'est une réduction, une transformation ou un filtrage? Donc on a une liste de personnes et on veut la moyenne. Je regarde le chat. En espérant qu'il n'y ait pas beaucoup de délai entre le moment où je parle et vous. Alors, effectivement, ouais, donc... ouais, Maginisti, Lucienne, c'est bon, ouais, donc c'est bien une réduction. C'est-à-dire qu'on va synthétiser l'information dans la liste, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'âges dans cette liste, et on va calculer un âge moyen. Donc on a bien réduit l'information de l'âge. Et les autres trucs, on les a ignorés. Hein. Alors, âge moyen, donc on prend une liste de personnes, et ça va renvoyer un float, hein, qui sera l'âge moyen. Hein. L'âge moyen, il vient de type float, hein, ça ne tombe pas forcément juste.
Donc, renvoie l'âge moyen des personnes contenues dans la liste L. Donc, c'est là que tu peux dire flûte, là, évêque. Mais en réalité, on va voir que c'est pas si compliqué que ça, quoi. Surtout si on utilise la boucle for pour faire la boucle avec les nuplets. Donc, j'ai une liste de personnes. Donc, j'ai besoin de calculer un âge cumulé. Donc, en gros, l'idée, c'est que je cumule les âges de toutes les personnes, donc je les additionne tous. Et à la fin, je prendrai cet âge total et je diviserai par LEN de L, c'est-à-dire la longueur de la liste. Donc, souvenez-vous que LEN, c'est une fonction donc, que vous avez le droit d'utiliser, qui est dans votre carte de référence et qui renvoie la longueur de la liste. Bon, entre-temps, il faut calculer donc l'âge cumulé. Donc, il faut cumuler tous les âges. Comment je cumule tous les âges? Il va falloir que je regarde chaque élément de cette liste de personnes. Et pour chaque personne, je vais prendre son âge et puis je vais l'accumuler dans âge total. Donc, première chose, je déclare une variable pers de type personne, juste pour pouvoir faire for pers in L. Donc, ça, on a déjà vu ce type de parcours de liste. On l'a vu aussi pour les chaînes de caractères. Donc, for une variable in, donc une liste ou une chaîne de caractères, ça va faire que successivement, cette variable-là va prendre chacun des éléments de la liste. Donc, une fois que j'ai ça, donc là, il y a écrit uTuple machin, parce que ça, c'est le rappel de ce que c'est que le type personne. Mais comme on l'a renommé personne, autant l'utiliser, on a pris ça pour économiser. Donc, âge, je déclare âge comme un entier. C'est facultatif, là. C'est entre parenthèses. L'âge de la personne, là, c'était pas obligatoire. Et donc, je décompose ici ma personne en ces différents éléments. Et l'âge total, je l'incrémente avec cet âge ici. J'accumule l'âge de la personne en plus. Donc, âge total, au début, il va aller 0. Et là, on va lui ajouter 0 plus l'âge de la première personne. Et donc, ça va changer la variable âge total. On va retourner sur la boucle. S'il y a un deuxième élément dans L, pers va être ce deuxième élément. On le redécompose. Et l'âge que j'avais jusqu'à maintenant, je rajoute l'âge de cette deuxième personne. Ça donne un nouvel âge total. Et je peux reboucler, prendre la troisième, etc. Donc, pers, il va prendre successivement les valeurs du premier élément, du deuxième élément, du troisième élément de la liste, etc. Jusqu'à la fin de la liste. Voilà, donc ça, j'espère que ça vous rassure aussi sur les parcours de liste qu'on avait déjà vu la semaine dernière, qu'on avait déjà vu sur les chaînes de caractères. C'est pas très compliqué quand on fait avec la boucle for. Ça prend tous les éléments de la liste dans l'ordre, un par un. Voilà, donc âge total divisé par longueur, ça on l'a déjà vu juste avant. Donc voilà, ça fonctionne. Alors, pour faire un jeu de test, on va avoir besoin, parce que là, comme on a en argument une liste de personnes, il faut bien se définir une liste de personnes. Donc, dans la plupart des exos que vous aurez, mais pas cette semaine, mais la semaine prochaine, on définit souvent une base de données pour pouvoir ensuite faire les tests dessus. Donc là, je déclare une variable BD de type liste personne, et ensuite je l'affecte ici. J'aurais pu le faire en une seule opération, BD liste personne égale, mais bon, là je l'ai fait en deux lignes différentes, là, pour que ce soit pas trop chargé. Donc BD, base de données, ça serait une liste de personnes. Donc c'est une liste, donc crochet ici, crochet fermant là. Et à l'intérieur, il y a 1, 2, 3, 4, 5 éléments dans la liste. Et chaque élément de cette liste, c'est une personne, donc c'est un tuple, ouvrez une parenthèse, avec ces 4 éléments. C'est un quadruplet, personne, avec prénom, nom, âge, et si la personne est informaticienne ou pas. Voilà, donc j'ai défini cette base de données là, et ensuite maintenant je teste. Donc l'âge moyen de cette liste de personnes, qui s'appelle BD, doit être égal à, en gros, la moyenne de ça. Donc si je récupère les âges, 58 plus 5 plus 60 plus 74 plus 77, le tout divisé par 5. Donc ma fonction elle doit donner la même valeur que ça. Là, il y a un autre test dans lequel je fais une base de données, enfin une liste de personnes à un seul élément. Alors vous remarquez bien que c'est pas âge moyen, il prend jamais une personne en argument, il prend une liste de personnes. Donc même s'il n'y a qu'une seule personne, il faut quand même ouvrir le crochet pour dire que c'est une liste. Donc c'est une liste qui contient un seul élément, qui est cette personne-là. Je ferme le crochet de la liste. J'appelle âge moyen dessus
Et là, il y a un truc qui va pas. Ok, il y a des trucs qui clochent là, je vais corriger. Bon, hop, je sais pas pourquoi il y a des parenthèses ici. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, h moyen de BD soit égal à ça, et h moyen de cette liste d'un seul tuple doit être égal à 1, hein, parce que la moyenne de 1, c'est 1. Hein, et puis c'est 1.0 parce que ici c'est un flottant. Alors, petit exercice, créer une fonction qui calcule le nombre de non-informaticiens dans la base de données. Donc, plus d'exercice à faire chez vous, mais vous voyez, vous pouvez vous inspirer un peu de ce qu'on vient de voir ici. Ici, on a fait la moyenne, et ici, on veut calculer le nombre de non-informaticiens. Donc, ça va sûrement changer le type du retour. Là, on avait un float parce que c'était un âge moyen qu'on calculait. Là, ça va être un nombre d'informaticiens, donc il faudra changer le type. Et là, on ne va pas additionner leurs âges, quoi. On va regarder quand est-ce qu'ils sont informaticiens. Et compter quand ils le sont, et pas compter quand ils ne le sont pas, quoi. Voilà, donc le petit exo à faire chez vous. Alors, il reste 1 heure. Donc maintenant, donc là, de manière générale, là, c'est ce que j'ai expliqué là. Donc on l'a vu, on vient de le voir sur l'exemple, hein. Donc c'est pas très compliqué de faire des boucles sur les listes de tuples grâce à la syntaxe du for. Donc il y a une autre manière de faire, hein, c'est écrire directement for, écrire le nuplay ici, comme s'il était déjà décomposé, in, et là vous mettez votre liste de nuplay. Et ensuite, comme ça, vous pouvez directement utiliser ces différentes variables-là, hein, et il n'est pas nécessaire de les avoir déclarées avant, puisque c'est facultatif dans le cas des décompositions de nuplay. Donc V1, V2, Vn, là on dit que c'est les variables de déconstruction du nuplay, hein, et liste ici, c'est une liste de type liste de tuples de ces différents types. Donc pareil que dans l'exemple précédent. Donc c'est équivalent effectivement à ce qu'on vient de voir ici dans l'exemple. D'accord. Déclarer un P si P est un tuple et for P in dans une liste de ce tuple, bah, c'est équivalent à le décomposer immédiatement tout de suite après le for. Mais bon, cette notation-là, elle a le mérite d'être plus compacte, hein, et ça nous évite d'avoir à définir, à déclarer le type de P. Voilà. Donc ça, pour moi, plutôt ma préférence, cette notation-là, quoi. Mais n'oubliez pas de mettre les parenthèses. D'accord? C'est bien un tuple. Donc âge moyen, par exemple, si on l'a réécrit, on va voir ici. Âge total, donc c'est l'âge cumulé comme tout à l'heure, hein, donc on initialise à 0. Là, je rappelle une précondition, effectivement, comme c'est un âge moyen, je ne l'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure. Donc l'âge moyen, il faut que la liste elle ait au moins un élément, parce que sinon ça n'a pas de sens de calculer un âge moyen. Donc âge total 0, sinon on ferait 0 divisé par 0, c'est un peu embêtant. Parce que la longueur ici, elle pourrait être égale à 0. Donc âge total, j'initialise à 0, et ensuite, bah, je déclare, ça c'est pas obligatoire de déclarer ici, puisque c'est une variable qui sert pour décomposer un nuplay, donc c'est pas la peine de le déclarer. Mais bon, pour l'avoir, on peut le faire. Et là, effectivement, la notation est un peu différente. Je pense qu'elle fonctionne aussi. Parce que là, elle vous est donnée avec les parenthèses, et là, vous donnez sans parenthèses. Je pense que sans parenthèses, c'est mieux. On vérifiera dans Mister Python. Donc là, vous faites sans parenthèses. Il suffit de regarder dans la carte de référence. Alors si je la retrouve, on va regarder ça. Si vous avez votre carte de référence vous aussi, hein, n'hésitez pas à aller la regarder. Alors, carte de référence, tac, 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 je l'ai ici. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? La syntaxe du for. Alors, il doit y avoir un endroit sur les tuples. Voilà, manipulation de la nuplay. Alors, est-ce qu'il y a des trucs sur le for de la nuplay ou pas? For variable. Non, c'est pas dans ça, c'est un des rares trucs qui est pas dans la carte de référence. Après. Bon, c'est pas grave, mais je pense que c'est la deuxième notation, hein, qui est là.
celle-là qui est correcte. Celle-ci qui est correcte. Alors, pour l'ensemble des éléments dans la liste L, hein, donc pour chaque élément de la liste L qui est un tuple, qui est même un quadruplet, pour chaque quadruplet de L que je décompose immédiatement ces différents éléments-là, je prends H total en incrémentant de H qui est ici décomposé de L. De la même manière que tout à l'heure, hein, prénom et info, vous pouvez le remplacer par un underscore, comme ça, underscore, underscore, âge, underscore, donc avec le for devant, etc. Vous pouvez faire ça si vous n'avez pas besoin des variables qui sont là. Mais c'est pas faux de les marquer, de les écrire quand même. Voilà. Et cet âge que j'extrais de chaque élément de la, enfin, cet âge que j'extrais du NUPLAY pour chaque élément de la liste, hein, je l'incrémente dans H total. Donc à la fin d'un H total, j'ai la somme de tous les âges de toutes les personnes. J'ai plus qu'à le diviser par le nombre de personnes et c'est terminé. Voilà. Un autre problème, donner la spécification et une définition d'une fonction qui est donnée une liste L de personnes, retourne la liste des noms de famille des personnes comprenant cette liste. D'accord? Donc ça, c'est une liste. On a une liste de personnes, on va obtenir une liste de chaînes de caractères, parce que c'est des noms de famille. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle dans la... C'est une map. Donc dans la liste des choses qu'on avait écrites, là, c'est une transformation de liste. On modifie l'information de chacun des éléments de liste. Donc là, sur un truc de type transformation. Donc jusqu'à maintenant, comme on avait des listes que de type simple, on faisait des choses assez simples. Donc par exemple, remplacer une liste de nombres par la liste de C carré, des choses comme ça. Bon, là, on peut faire des... C'est aussi le même principe ici. On a une liste de personnes. On va envoyer une liste de noms de famille. Ah là, maintenant, on a des parenthèses. Ça va m'obliger à les vérifier dans Mister Python. Si j'ai le temps à la fin, je vais le faire. Alors, donner parce que enfin, là, c'est pas hyper important. Il suffit juste de le savoir une bonne fois pour toutes. Donner la spécification et une définition de la fonction qui renvoie les noms de famille, c'est ce qu'on a vu. Donc, retourne la liste des noms des personnes de L. Là, il n'y a pas de précondition. Hein, c'est pas grave si la liste initiale est vide. Si elle est vide, bah, la liste des prénoms, elle est vide aussi. Hein. D'accord? Donc là, contrairement quand on calcule la moyenne, là, il fallait au moins avoir une valeur. Là, ça n'a pas d'importance. Donc, LR comme liste résultat, on va avoir une liste de chaînes de caractères. Donc, j'initialise la liste vide. Et ensuite, j'ai plus qu'à parcourir chaque élément de la liste pour l'ajouter à la fin de ma liste LR. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, on déclare un nom de type str, c'était pas obligatoire, ça. Et for, donc là, mon tuple avec prénom, nom, âge et info dans la liste. Donc, pour chaque personne de la liste que je décompose immédiatement ces différents éléments, LR, je lui rajoute à la fin le nom. Et à la fin, je renvoie LR, donc on aura bien la liste des noms. Hein. Puisque là, for, tout ça, ça va prendre les valeurs de la première personne, avec le nom de la première personne, on va la mettre à la fin de LR. On reboucle, il prend la deuxième personne, là, donc là, nom, ça sera le nom de la deuxième personne, et il va le rajouter à la fin. Donc maintenant, on aura une liste à deux éléments avec le nom de la deuxième personne à la fin, et puis on recommence avec la troisième personne, etc. Et à la fin, on le renvoie, et on a ce qu'il faut. Donc par exemple, pour notre BD de tout à l'heure, là, qui est ici, celle-là, BD, là, si on avait écrit que BD valait tout ça, bah, si je demande la liste des extractions noms, là, je vais avoir la liste des noms de famille comme ça. Donc une simple liste de chaînes de caractères. Je peux faire un exemple où je construis moi-même. Donc là, c'était pareil, une liste à un seul élément. Extraction nom de ça va me donner une A. Là, une A, c'est le nom de la personne qui est ici. Il n'y a qu'une seule personne dedans. Pourquoi c'est une transformation et pas un filtrage? Bah, le filtrage, c'est-à-dire que tu supprimerais certaines personnes, quoi. Alors que là, la liste de personnes et la liste de chaînes de caractères ici, elles ont la même taille. Et chaque élément, la première personne correspond à la premier élément de la liste. Un filtrage, j'aurais éliminé des éléments. Là, on n'a rien éliminé. On a juste transformé une personne en son nom, quoi. Évidemment, là, ce que je disais aussi, ça marche aussi avec la chaîne vide, la liste vide, pardon. Extraire les noms d'une liste vide, ça donne une liste vide. Hein. Elle vient tout extrait. Voilà.
Donc là, ouais, on a l'air d'avoir des parenthèses en plus, là. Alors ensuite, donner la spécification et une définition de la fonction qui, étant donné une liste L de personnes, retourne la liste des personnes majeures contenue dans L. Alors, quel type d'opération on a là? Est-ce que c'est différent de ce qu'on vient de faire juste avant? Oui, c'est différent et c'est là justement ce qu'on voit, Michael, là, c'est que là, c'est effectivement, là, c'est un filtrage, quoi. Donc on a une liste de personnes, on va obtenir une liste de personnes avec certains éléments qui auront été supprimés, en fait. Puisque là, on ne veut conserver que les personnes majeures. Donc ça va être le même principe, hein, donc tous les principes de trucs sur les listes, en fait, quoi, c'est à chaque fois vous prenez une liste résultat qui est vide et vous la reconstruisez en copiant les éléments de la liste initiale, en copiant uniquement les éléments qui vous intéressent. Donc LR, liste résultat, initialement vide. Et ensuite, je parcours ici. Alors là, P personne pour for P in L. Donc là, si vous faites comme ça le for, avec for P qui est un tuple in L, vous êtes obligé de déclarer P de type personne, ou du type tuple str int bool. Mais là, là, la déclaration est obligatoire parce que P, c'est pas un résultat d'une décomposition. P, c'est le tuple. Donc là, c'est obligatoire d'écrire ça. Et pour chaque personne P dans L, si cette personne est majeure, à ce moment-là, je l'ajoute dans LR, quoi. Je l'ajoute à la fin de LR. Et majeur, je vous rappelle, c'est une fonction qu'on a écrite juste avant, hein, dans les exemples précédents. Et à la fin, je renvoie LR. Donc évidemment, ça, on aurait pu l'écrire un peu différemment. Si on n'avait pas eu la fonction est majeur, il aurait tout fallu faire à la main. Et à ce moment-là, on aurait pu l'écrire sans déclarer P, for. Donc j'ai besoin seulement de savoir, donc j'ai besoin de seulement savoir son âge ici. Les autres trucs, je m'en fiche. In L. Pour chacun de ces éléments dans L. Alors si la personne est majeure, ça veut dire si âge est supérieur ou égal à 18, deux points, je décale, à ce moment-là, lr.append. Alors là, ouais, je suis coincé. J'aurais dû garder tous les noms qui étaient là, quoi. Alors, c'était prêt, ici c'était non, et ici c'était info. Donc là, je fais lr.append, et je peux lui redire prêt, je peux lui réécrire ici mon quadruplet. Âge et info. Voilà. Bon, donc c'est pas forcément plus compact, hein. Sinon, pour éviter de recopier ici deux fois ça, j'aurais pu déclarer une personne P for P in L et puis faire la décomposition et ensuite dire si âge est supérieur à 18 ans. Si jamais on n'avait pas la fonction est majeure. Mais là, comme on a la fonction est majeure, là, c'était le plus simple, c'est d'écrire ça comme ça. Voilà, ensuite un certain nombre de tests. Donc, sur notre base de données habituelle, donc il a conservé que les personnes majeures, donc il ne reste plus que 4 personnes. Hein, dans la base de données, il y avait d'autres personnes qui étaient peut-être mineures dedans. Voyons voir. Ouais. Ayan ici, H5, il a disparu. Donc on est passé de 5 éléments à 4 éléments. Voilà, là on n'a plus que 4 éléments. Un autre exemple avec une liste à un seul élément, donc c'est bien une liste, hein, vous voyez bien les crochets. Et il y a encore une parenthèse. Non, c'est bon. Donc une liste à un seul élément avec une personne qui a 1 an. Et donc ici, personne majeure de ça renvoie une liste vide puisqu'il n'y a aucune personne majeure dans la liste. D'accord? Donc ça fait partie des cas intéressants à tester dans un jeu de test, hein, parce que c'est un, un exemple dans lequel ça envoie une liste vide. Évidemment, le nombre de personnes majeures dans une liste vide, c'est évidemment la liste vide aussi. Donc voilà un autre exemple, hein.
Alors, petits exercices à faire chez vous, là. Vous pouvez récupérer ça sur les transparents de cours qui sont évidemment disponibles sur Moodle et sur le site de cours, hein, vous pouvez toujours les récupérer. Donc, écrire une fonction qui renvoie la liste des informaticiens, on avait déjà dit. Une fonction qui renvoie le nom de famille des informaticiens majeurs. Une fonction qui calcule la moyenne d'âge des mineurs et la moyenne d'âge des majeurs. Et une seule fonction, d'accord? Donc, ça veut dire que ça retourne deux âges. Et donc, pour retourner deux âges, il va bien falloir faire un petit truc, vu le cours qu'on est en train de voir là. Et une seule fonction qui calcule le minimum et le maximum d'une liste de nombres non vides. Donc, une fonction qui renvoie deux choses. Mais les fonctions, elles ne peuvent pas renvoyer deux choses. Mais avec les tuples, on a vu qu'on peut faire de plusieurs choses une seule chose, quoi. Rendre atomique quelque chose qui n'était pas atomique au départ, quoi. D'accord? Donc là, une seule fonction, hein, une fonction pour lui, une fonction pour lui. Donc des exos à faire, hein, pour la semaine prochaine. On va regarder maintenant les exos que j'avais proposés il y a 2 semaines, que je suis sûr que vous avez fait. Donc une fonction qui renverse les éléments d'une liste, hein, on avait demandé ça. Une fonction qui donne la liste des chiffres d'un entier n en base 10. Hein. Donc renverser la liste, je reviens un petit peu en arrière. Là. Si j'avais la liste 1, 2, 3, ça m'envoie la liste 3, 2, 1. D'accord? Donc ça l'a renversé. Chiffre 10, là, ça donne la liste de ces chiffres. Donc si j'ai 1, 0, 3, 4, ça va me donner 4, 3, 0, 1. D'accord? Ça donne la liste des chiffres dans l'ordre inverse. Enfin, en commençant par les unités. Et une fonction qui entrelace de listes, hein, c'est-à-dire que on va prendre les différents éléments ici et on va les entrelacer, hein, c'est-à-dire que le 2, on va le mettre ici, le 4, on va le mettre là, hein, puis le 6, on va le mettre derrière le 5. Quoi. Donc il va donner ça. D'accord? On prend le premier de lui, le premier de lui, le deuxième de lui, suivi de le deuxième de lui, etc. Et ça s'appelle entrelacer. Donc on a ces trois petites fonctions-là à faire. Je vais les corriger du coup. Donc pour la fonction renverse, évidemment, tenez-vous prêt à écrire dans le chat pour me faire des objections si vous voulez. Donc renverse. Hop, on est parti. Donc def. Donc la fonction nous dit qu'elle doit s'appeler renverse. Alors combien d'arguments elle prend? On n'a qu'à regarder l'exemple. Là, elle prend un seul élément, hein, parce que c'est un seul élément qui est une liste. Hein. Il n'y a pas trois éléments là. On regarde au premier niveau. Au premier niveau, il y a ouvrir un crochet, fermer un crochet. Donc ça, c'est une seule chose. Quoi, hein. Évidemment, nous devons renverser une seule liste. Hein. Donc ça prend une liste d'entiers. Je laisse les entiers. Hein. Donc on va prendre L de type liste d'entiers. Voilà. Et ça va me renvoyer une liste d'entiers. Je n'oublie pas les deux points après. Là, je décale. Hein, de deux carreaux. C'est pas la peine de décaler trop ni pas assez. Si vous décalez pas assez, on va pas voir que vous décalez. Si vous décalez trop, c'est une perte de place. Hein, vous n'aurez pas la place d'écrire ensuite pour corriger. Alors sur le contrôle que vous aurez un de ces jours, je ne sais pas quand, hein, vous n'aurez pas les lignes comme ça. Hein. C'est juste des carrés blancs, donc c'est à vous d'écrire droit, parce que vous n'aurez pas de ligne. Hein. Alors renverse. Alors comment on va renverser? Comme d'habitude, la plupart du temps, dès qu'on a des exos qui doivent renvoyer une liste, très souvent, il faudra prendre une liste au résultat qu'on appelle LR. Alors première chose quand même, c'est que je vais mettre la spécification. Alors est-ce qu'il y a des préconditions? Non, on peut même renverser des listes vides, ça n'a pas d'importance. Hein. Donc il n'y a pas de précondition particulière. Et renvoyer liste renversée, donc ça, c'est écrit dans l'énoncé, je ne vais pas le rajouter plus. D'accord? Donc là, il y a juste écrit retourne la liste renversée. Alors, j'avais dit, on prend LR, une liste résultat qui est de type liste entier. Hein, c'est le type de mon retour ici. Et je l'initialise avec la liste vide. Voilà. Et c'est dans cette liste résultat que je vais devoir mettre les éléments les uns derrière les autres grâce à la fonction qui s'appelle append.
Alors, la fonction append, elle ajoute à la fin. Et c'est une instruction, c'est pas tellement une fonction. C'est une instruction, c'est-à-dire qu'elle s'utilise de la manière suivante. Dès que je voudrais ajouter quelque chose dans LR, j'écrirai lr.append, ce qu'on a vu il y a 2 semaines, d'une valeur 5. Voilà. On écrit juste ça. Et si j'avais déclaré ma variable lr ici comme étant une liste vide, dès que j'ai écrit ça, à la ligne suivante, je sais que lr, c'est maintenant, c'est la liste 5 comme ça. D'accord? Initialement, elle était comme ça. Maintenant, je sais que j'ai mis 5 dedans. Si ensuite je fais un autre lr.append de 3, et ben, ça veut dire que maintenant, dans lr, il y aura 5 et 3. Hein, il a mis 5 à la fin. Pardon, il a mis 3 à la fin. Donc, c'est comme ça que fonctionne un append. Hein. D'accord? Et c'est de type none. Hein. Il n'y a pas de type. Hein. Donc, faut pas écrire faut pas écrire LR égale comme ça. Faut surtout pas écrire ça. D'accord? LR, c'est une action, ça veut dire sur LR, ajoute-lui ça en plus, modifie LR pour lui rajouter ça. D'accord? Donc, c'est un truc qui modifie. Ok, donc j'ai effacé ça, maintenant qu'on a bien révisé ce que faisait append. Sinon, c'est dans notre carte de référence. Alors, je vais devoir faire des ajouts. Donc, dans mon exemple précédent, on renverse ici. Si ça, c'est LR, parce qu'on va retourner LR à la fin, ça veut dire que successivement, je vais devoir faire un append de 3, puis de 2, puis de 1. C'est-à-dire que je vais faire les appends dans l'ordre inverse de ce qu'il y avait ici. Hein. Forcément, parce qu'on est en train de renverser la liste. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je parcours la liste dans l'ordre inverse. Écrivez-moi dans le chat comment parcourir la liste dans l'ordre inverse. Les idées que vous pourriez avoir. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est déclarer un i de point. Est-ce que vous auriez une idée? Alors, j'ai avancé, ça va commencer à réfléchir pour être prêt à écrire. Parce que moi, mon idée, c'est d'écrire un truc du type for i in range. Voilà. Donc, je veux qu'il parcourt dans l'ordre inverse pour ensuite dire lr. Ah, vous voyez, là, je décale. Hein. Je vais bien décaler ici. lr.append. Donc, ajoute à la fin de lr le L de i. D'accord? Mais pour que ça marche, il faut que les i parcourent dans l'ordre inverse. Hein. Alors, je comprends pas ta notation, évêque, hein, parce que tu écris. Alors, je pense que tu as écrit L, je sais pas si vous voulez dire range, parce que L, I, virgule machin, 0-1, je sais pas trop ce que ça veut dire. Quoi. Parce qu'en plus, les notations que vous aviez vues avec les listes, là, pour prendre des sous-listes, c'était des trucs de ce genre là, hein, avec des 2 points. Mais là, on n'a pas vraiment l'histoire de sous-liste dans cette histoire-là. Et puis, c'est doublement bizarre ce que tu écris parce que tu dis pour i dans un truc qui dépend lui-même de i, quoi. Donc, c'est quand même bizarre. Donc, i, c'est juste des indices dans le tableau. À partir du ième terme jusqu'au 0e. Oui, mais alors, i, c'est i qui va prendre des valeurs. I, c'est un entier, en fait. Hein. D'accord? Les indices ici, c'est l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2. Pas trop lisible. Hein. L'indice 0, l'indice 1 et l'indice 2. C'est ça les indices. Donc effectivement, il faut que je parcours les indices 2, 1, 0. Quoi. Mais ça, pour parcourir des séquences d'entiers, c'est pas dans la liste, c'est avec range qu'il faut faire ça. Quoi. Et donc la question, c'est qu'est-ce que je mets dans range? Qu'est-ce qu'on met dans range pour que, quand je dis pour i dans ce range, i va valoir successivement 2, puis 1, puis 0. C'est-à-dire le dernier élément de la liste jusqu'à 0. Quoi. Alors, tu continues de me dire que pour i in range d'un truc qui dépend de i, quoi. Ça va pas, ça. C'est pas possible, quoi.
I, c'est un élément qui va parcourir ça. Tu peux pas dire que I dépend de I. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Ici, je veux qu'il parte de 2. Comment je trouve ce 2-là? Parce qu'évidemment, c'est pour cet exemple particulier. Mais si j'avais demandé pour une autre liste 5, 4, 12, 3, 1, si j'écris mes indices, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Là, j'aurais fallu que je parte de 4. Donc, première étape, c'est que là, je voulais partir de 2. Là, je vais partir de 4. Comment je trouve 2 à partir de cette liste? Comment je trouve 4 à partir de cette liste? Pour donner mon élément de départ. Bah, c'est la longueur de la liste moins 1. Là, il y a 3 éléments moins 1, ça fait 2. Là, il y a 5 éléments moins 1, ça fait 4. Hein, ça, c'est une propriété générale des listes, parce que comme on commence à compter à partir de 0, le dernier élément de la liste, il a toujours, vous voyez, exactement, Imaginisty, c'est exactement longueur de la liste L moins 1. Donc, je sais que pour partir, je vais partir de la longueur de L moins 1. Bon, je vais faire de la place, là, parce que j'avais mal prévu que j'écrive aussi gros. Alors, virgule, donc du coup, je laisse de la place. Et je remets mes 2 points du fort. Alors, jusqu'où je vais? Hein, je veux à chaque fois qu'il se termine, que le dernier élément qui fasse un tour de boucle, ça soit l'élément 0. Donc, il faut que je dise que je vais jusqu'à... Allez, j'attends. Ça va venir dans le chat. Je vais jusqu'à où, là? Qu'est-ce que j'écris comme nombre ici? Pour que le dernier tour de boucle, ça soit avec l'indice i qui valent 0. J'écris... Bah non, parce que si tu écris 1 ici, Luciane, là, si tu écris 1, elle va s'arrêter à 2. Et non, si vous écrivez... Alors, les autres, si vous écrivez 0, ça va s'arrêter à 1. Donc, effectivement, la bonne réponse est Icar, hein, il a dit moins 1. Donc oui, c'est bien moins 1, parce que je veux m'arrêter à 0. Et vous vous souvenez que le dernier élément est toujours exclu. Hein. C'est une règle générale pour tous les trucs qu'on a vus. Hein. Pour les listes, pour les ranges et tout ça. Ça va de lui jusqu'à lui, avec le dernier qui est exclu. Bon, alors maintenant, il y a un autre problème, c'est qu'en général, range, ça sort les nombres croissants entre lui et lui. Le problème, c'est qu'on veut les nombres qui décroissent de lui à lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre ici un moins 1 là, ici, et ce moins 1, c'est le pas. Hein. On appelle le pas. C'est-à-dire que vous pouvez faire des ranges où il prend les nombres de 2 en 2. Vous écrivez 2 ici, il prendra les nombres de 2 en 2. Donc, par exemple, je vais écrire ça vite fait là. Range 0, 10, 2, ça va donner successivement 0, puis 2, puis 4, puis 6, puis 8, et puis pas 10 parce qu'il est exclu. D'accord? Donc quand vous écrivez le range comme ça, donc for i in, voilà, si vous créez un truc, i va valoir successivement 0, 2, 4, 6 et 8. Parce que vous dites de 2 en 2 ici. Et évidemment, 10, il n'y est pas parce que 10, c'est toujours exclu. Hein. D'accord? Donc là, j'ai dit différemment. J'ai dit on part de la longueur de la liste moins 1, hein, qui correspond au numéro de la dernière case de la liste, jusqu'à moins 1 pour m'arrêter à 0, hein, et en ayant un pas de moins 1, en étant en décroissant. Donc autrement dit, là, dans mes exemples ici, là, si j'avais range de 10, 2, moins 1, ça me donnerait successivement les valeurs. Alors, attendez une seconde, parce que j'ai eu un petit problème. Et je dois tout refaire parce qu'il m'a tout effacé. Ah non, c'est bon. Bon, on va en profiter. Donc, si vous écrivez range
2, alors j'en étais à écrire 10, 2, moins 1. Ça va donner successivement les valeurs pour i, là, si vous avez for i in ça, 2 points. Vous aurez successivement les valeurs 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. D'accord? Donc, comme vous avez écrit moins 1, ça va de moins 1 en moins 1. Et quand vous avez 10, ça commence à 10. Quand vous écrivez 2, ça va jusqu'à 2 exclus. Donc, ça s'arrête à 3. Voilà. Donc, c'est juste une autre manière d'utiliser range avec 3 éléments, hein, ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant. Donc là, c'est la manière de faire ici pour parcourir les éléments de la liste dans un ordre décroissant. Alors, ok, donc il efface rien. Du coup, je reprends du bleu. Ok, il va recommencer à me casser les pieds là. Donc tout ce qui reste à faire ici, une fois qu'on a fait ce bon ln-1 là, donc il a pratiquement tout effacé. Je vais passer au truc suivant parce que là j'ai un petit problème technique qui devrait être réglé normalement quoi. Ok. ln-1 là, après on avait dit moins 1 ici, et moins 1 encore, voilà. Et à la fin il y a juste écrit return de LR. Et vous êtes bon. Ça va? Dites-moi si vous êtes toujours là, parce que comme j'ai un petit problème technique là, j'aimerais bien savoir si au moins que le chat fonctionne encore. Si c'est le cas, vous me dites oui. Ok, si vous êtes là, c'est parfait, ça s'écrit sur le chat, c'est bon. D'accord, donc là, on est bon. Il n'y a plus qu'à écrire les petits tests pour renverse, hein, donc vous aviez déjà des exemples. Hop. Donc du coup, maintenant, je vais passer à chiffre 10. Donc on rappelle, c'est une fonction, donc vous appelez chiffre 10, et qui permet donc de décomposer le nombre, qui est passé un argument qui va être un entier. Donc je vais appeler n de type entier, et je vais renvoyer une liste d'entiers qui va être la liste de ces chiffres. Ok, merci à tous ceux qui m'ont dit oui dans le chat, hein, c'est parfait. Donc il y a encore des nouveaux, ça permet de tester que vous pouvez bien parler. Alors, comment faire pour décomposer? Alors, chiffre 10, alors on va quand même mettre une précondition là. Précondition, je veux que n il soit supérieur ou égal à 0, parce que sinon je vais être embêté. Alors le moins 1 qui représente quoi à la fin? Le troisième, alors en général les ranges 0, 10, ça fait les nombres de 0 à 9. D'accord? Et ça revient au même que dire range de 0 à 10 avec un pas de 1. Voilà, donc Lucie et Anne est en train de t'expliquer. Donc là, ça et ça, c'est équivalent. Ces deux trucs-là, ils sont équivalents. D'accord? Donc quand c'est un pas de 1, il n'y a pas besoin de le préciser. Hein, ça prend les nombres de 0 à 10 avec 10 exclus. Voilà, ça revient au même que ça. Mais des fois, je peux avoir envie de faire de 2 en 2. Donc si je veux faire les nombres de 2 en 2, bah, je remplace ce 1 là par un 2. Donc c'est le pas en fait, c'est de combien, à partir du nombre là, je vais de combien en combien. Donc si là il y a ces 2, 0 plus 2 ça fait 2, 2 plus 2 ça fait 4, plus 4 plus 2 ça fait 6, donc ça fait 0, 2, 6, etc. Donc ça va de combien en combien. Donc là comme j'étais en mode décroissant, j'étais en train de faire un range décroissant, et ben par exemple, si on fait un range décroissant, je peux aller tirer un compte à rebours de 10 jusqu'à 0, moins 1 comme ça. Donc le moins 1, là, il m'indique qu'il faut aller en décroissant, de 1 en 1. Donc ça va me donner 10, 9, 8, etc. Et ça va s'arrêter à 1, hein, puisque le 0 est exclu. Voilà, donc le troisième, si on ne le met pas, bah, c'est comme s'il valait 1. Et quand on le met, ça indique quel est le pas qu'on utilise pour générer la suite d'entiers dont on a besoin.
Voilà. Alors, précondition n supérieur ou égal à 0, 3 petits points, donc renvoie la liste des chiffres dans l'ordre inverse. Alors, on est parti. Donc là, je décale bien l'intérieur. Ok, super. Alors, là, je sais pas a priori combien il a de chiffres au départ, ce nombre 10. Donc, je ne peux pas faire une boucle for. C'est une boucle for, c'est il faudrait que je sache combien de chiffres il a à l'avance, puisqu'avec les boucles for, il faut savoir combien de tours on va faire. Soit parce qu'on connaît c'est un for sur une liste, on sait combien il y a d'éléments dans la liste, soit c'est un for sur un range, et le range, on définit combien il a combien de tours il doit faire. Là, on n'en sait rien. Donc, on va quand même faire comme d'habitude, on va définir une liste résultat de type liste de int. Voilà, que j'initialise à la liste vide. Ça, c'est pour mon résultat. Hein. Donc, ça a le même type que ça. Donc, une liste résultat. Et il me faut ici mon nombre aussi. Donc, c'est pas, on va pas je vais appeler P. D'accord? P, qui est un entier. Et initialement, on va lui donner la valeur de n. D'accord? Et P, successivement, on va le diviser successivement par 10 pour supprimer à chaque fois son dernier chiffre. Et on récupérera aussi ce dernier chiffre, on va l'ajouter dans la liste. Donc je vais dire, tant que P est supérieur ou égal à 10, hein, tant qu'il a au moins 2 chiffres, et ben, je vais récupérer ce chiffre et le mettre dans la liste LR. Donc, pour mettre un truc dans la liste LR, c'est lr.append, on a déjà vu. Et qu'est-ce que je vais mettre dans cette liste? Le dernier chiffre de P. Mais c'est qui le dernier chiffre de P? Ben, c'est P modulo 10. C'est le reste de la division par 10. Ça donne toujours le dernier chiffre. Donc maintenant que j'ai récupéré le dernier chiffre de P, je supprime le dernier chiffre de P, et ça va se faire en faisant P reçoit P division entière par 10. Donc vous savez que quand vous divisez par 10 un nombre, il suffit de retirer son dernier chiffre pour un nombre entier. Donc là, c'est pour ça que j'utilise le double slash, là, c'est la division entière. Donc maintenant, P, il a un chiffre de moins, et puis on va reboucler ici, on va regarder, est-ce qu'il a toujours au moins 2 chiffres? Supérieur ou égal à 10, c'est au moins 2 chiffres. S'il a au moins 2 chiffres, à ce moment-là, je rajoute son dernier chiffre, et je lui retire son dernier chiffre, et je recommence. D'accord? Donc là, on voit bien qu'on successivement, on retire les chiffres un par un du nombre, à partir de la droite, on les rajoute dans la liste à la fin. Donc ça va bien renverser l'ordre. Une fois que j'ai fini cette boucle-là, je reviens à ce niveau-là de l'indentation, et comme je sais que maintenant il est plus supérieur ou égal à 10, mais il est strictement inférieur à 10, puisque s'il n'était pas strictement inférieur à 10, on ne serait jamais sorti de la boucle, mais comme on est sorti de la boucle, on sait, on est assuré que P est strictement inférieur à 10, et puisqu'il est strictement inférieur à 10, eh bien c'est qu'il n'a qu'un seul chiffre, et donc s'il n'a qu'un seul chiffre, bah, son chiffre, le dernier chiffre de ce nombre, c'est lui-même. Donc là, j'ai plus qu'à peine le P, qui n'a qu'un seul chiffre. Voilà, il n'y a plus qu'à le retourner ensuite. Voilà, je retourne cette liste de chiffres. Donc après, il n'y a plus qu'à faire le petit jeu de test. Il y avait déjà quelques exemples. Et enfin, dernier truc qu'on vous demandait, c'était entrelace de deux listes. Donc def, donc ça prenait deux listes et ça renvoyait une liste. Entrelace, donc il fallait bon, L1 de type liste de int, L2 de type liste de int, et ça renvoyait une liste de int. 2 points, n'oublie pas les 2 points. Alors, spécification. Donc, on écrira aussi retourne ici l'entrelacement de la liste L1 et L2, mais ici, est-ce qu'il y a une précondition? Précondition. Oui, je vais faire uniquement dans le cas où j'ai longueur de L1 est égale à longueur de L2. D'accord?
que sinon, je sais pas trop ce que ça veut dire d'entrelacer des listes qui n'ont pas la même taille. Sinon, ça voudrait dire qu'à la fin, c'est pas entrelacé. Bon, bref, on va prendre comme précondition elles ont exactement la même taille. Et donc, c'est parti. Donc, comme d'habitude, hein, LR, le même type que le retour de la fonction, que j'ai essayé liste vide, hein, d'accord? Liste de int, liste de int. Donc, je prends cette liste vide là pour la construire et à chaque fois, il faut que je mette à chaque fois les éléments de la liste. Alors là, on peut pas faire une boucle for sur les listes. Le problème, c'est que si je fais un for sur la liste L1, je parcours pas la liste L2, quoi. Donc c'est assez bizarre. Il faudrait que je puisse compter à quel rang je suis pour L2. Mais si je suis en train de regarder quel indice je suis dans L2, autant utiliser un indice commun pour L1 et L2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un entier i de type int et je vais faire un for, mais pas un for directement sur les éléments de la liste, mais un for sur les indices, hein, l'indice i. Pour chaque indice i dans le range, donc la séquence d'entiers qui va de 0 jusqu'à longueur de L1 par exemple, hein, ou longueur de L2, mais de toute façon, par précondition, ils sont égaux, hein. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc ça va parcourir tous les indices de la liste L1 et qui seront aussi tous les indices de la liste L2 puisque ils ont la même taille. Et ça va les parcourir simultanément. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un LR append. Donc j'ajoute à la fin de LR L1 de I. Donc je rajoute le ième élément de L1. Et immédiatement après, j'ajoute le ième élément de L2. D'accord? Donc ça veut dire qu'au premier tour de boucle, I vaut 0. Donc il ajoute L1 de 0 suivi de L2 de 0. Ah, pardon, j'ai écrit. Ouais, merci Lucienne. J'ai commencé à écrire du C. Et je me suis corrigé en fait, quoi. Vous ferez du C au second semestre, donc vous écrirez, au lieu d'écrire i2.int, vous écrirez int i. Donc vous verrez ça au second semestre. Enfin, si vous prenez option informatique, j'espère qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui se sont découverts un amour de la programmation. Bref. Donc merci pour ta correction. Donc oui, alors au premier tour de boucle, i vaut 0. Pardon. Premier tour de boucle, i vaut 0. Et donc j'ajoute à LR, j'ajoute L1 de 0. Et ensuite, je lui rajoute L2 de 0. Donc j'ai ajouté L1 de 0, le premier élément de L1, suivi du premier élément de L2. Hein. Donc j'ai bien commencé mon entrelacement. Je vais un peu en arrière là. Entrelacement, j'ai pris le premier élément de L1, je l'ai mis, 1, et le premier élément de L2, le 2, ici je l'ai mis. Pour l'instant j'en suis là. Après ça y est pas encore. Donc après, I va augmenter, il vaudra 1, et je prendrai le 3 et le 4. Hein. Alors j'ai une question par rapport au S2. À vous poser en fin de séance, il n'y a pas de problème. Tu n'hésites pas. Donc entrelace, voilà, c'est fait. Tout ce qui reste à faire maintenant, bah, ici, à cet endroit-là, hein, attention à la notation, c'est une fois que la boucle for est terminée, donc je réindente au même niveau que le F là. D'accord? Vous plantez plus sur la question d'indentation. Hein. D'accord? Pourquoi tout ça s'est décalé ici? Parce que tout ça, ça fait partie de la définition. Pourquoi là c'est décalé? Parce que ça, c'est les choses qu'ils ont répétées dans le for. Voilà, tout simplement. Il reste un quart d'heure. Donc là, juste à renvoyer LR, voilà, et plus qu'à faire notre petit jeu de test. Hein, et donc là, ça marche, ça entrelace bien les deux listes. Hop, on avance. Décomposition de problème. Tac. Il veut bien avancer. Merci. Alors on va voir, c'est juste un seul exemple d'un problème qui est a priori un peu complexe. Et voir comment on peut un peu décomposer ça. Quoi. Donc le but dans ce cours, c'est on a un problème, on a une fonction. D'accord? Donc comment faire si le problème est complexe? On va décomposer le problème en fonctions plus simples. Hein. Et on va avoir une fonction par problème simple. Hein. Donc ça, c'est toujours quelque chose que vous pouvez vous autoriser. Hein.
Même dans un contrôle, si on vous demande d'écrire, si vous avez la place, hein, écrire la fonction qui fait ça, si vous dites: «Ah, ça serait bien si j'avais une autre fonction plus simple qui faisait déjà ça», bah, vous la donnez, hein. Il y a aucun problème avec ça, hein. Vous avez le droit de quand vous dire définir une fonction machin, vous pouvez très bien le faire. Par exemple, tout à l'heure, quand on a fait écrire la fonction qui filtre et qui renvoie uniquement la liste des personnes majeures, et ben, on avait réutilisé une fonction est majeur avant, quoi. Bah, si cette fonction est majeure, on vous l'avait pas fait faire dans une question précédente, vous pouvez très bien décider d'écrire la fonction est majeure et ensuite vous en servir immédiatement après. Il n'y a pas de problème. Donc là, l'exemple de notre problème un peu compliqué, c'est le triangle de Pascal. Donc peut-être que vous connaissez le triangle de Pascal. Tu as pas trouvé les coefficients binomiaux, notamment pour faire faire a plus b à la puissance n, quoi. Voilà. Donc c'est par exemple avec ici là vous reconnaissez à ce niveau-là, quoi, que ça serait a carré plus 2ab plus b carré. Donc ça, vous le connaissez. Et en fait, là, vous voyez que c'est 1a carré plus 2ab plus 1b carré, 1, 2, 1. Voilà. Et puis vous aviez au cube, vous auriez ces coefficients-là, quoi. D'accord? Donc je ferme, parce que là, c'est pas important dans l'exercice, mais c'est juste pour mettre un peu de contexte à quoi servent les coefficients binomiaux. Donc le triangle de Pascal, c'est ça. Donc c'est un triangle dans lequel, si on regarde, on peut calculer la ligne suivante à chaque fois. Donc il y a toujours des 1 qui sont en diagonale comme ça. Et ici, l'élément qui est là, c'est juste la somme des deux éléments qui sont au-dessus. Donc 5, c'est 1 plus 4. Ensuite, 4 plus 6, ça fait 10. Donc ça veut dire qu'ici, il y aura le nombre 10. Là, 6 et 4, ça fait 10. 4 et 1, ça fait 5. Voilà. Donc voilà, donc le triangle de Pascal, c'est on calcule une ligne à partir de la précédente, juste par ce mécanisme-là. Donc le problème, c'est construire les n premières lignes du triangle de Pascal, donc voilà, il faut faire ça. Bon, ça peut être ça le problème. Donc il est vraiment que c'est un problème qui est assez complexe, hein. Donc là, on va voir comment on peut le décomposer. Donc première chose, donc somme des deux coefficients du dessus, etc. Donc de manière générale, là, vous avez la formule de maths qui ne fait que dire que j'ai fait ça plus ça donne ça, quoi. Donc elle est écrite là, vous la regarderez à tête reposée si ça vous amuse. Donc la première idée, c'est qu'on va devoir calculer ce triangle de Pascal, mais de manière en Mister Python. Et en Mister Python, on fait avec ce qu'on a. Et donc l'idée d'ailleurs, c'est avoir une autre invention du triangle. C'est donc ici, c'est le même triangle, sauf que j'ai tout réaligné à partir de la gauche, hein. D'accord? Alors que le triangle ici, là, il était centré. Là, je mets tout sur la gauche pour qu'on voit apparaître en fait le type que ça va être. Ici, je vais avoir une liste de listes en fait, quoi. Une liste dans laquelle le premier élément, ça sera la liste qui contient uniquement un. Là, une liste à 2 éléments. Là, une liste à 3 éléments. Là, une liste à 4 éléments. Là, une liste à 5 éléments. Alors, comment on passe d'une ligne à une autre? Donc, je vous ai fait le petit dessin là, où je dis à chaque fois on additionne les deux nombres, ça donne ça. Alors, une astuce, ça serait, par exemple, ici, donc pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, c'est je complète en mettant un 0 à la fin. Donc, je prends ma ligne ici, hein. Je rajoute un 0 à la fin et je mets un 0 au début. Et ensuite, j'ajoute ces deux listes, terme à terme. Et j'obtiens ça. J'obtiens la liste suivante, quoi. D'accord? Donc, par cette petite astuce, ajouter un 0 à la fin, ajouter un 0 au début, et ensuite faire la somme des deux listes, j'obtiens ça. Donc là, je viens de décomposer mon problème en 3 problèmes plus simples. Premier problème, écrire une fonction qui rajoute un 0 à la fin. Deuxième problème, écrire une fonction qui rajoute un 0 au début. Troisième problème, écrire une fonction qui fait la somme de deux listes et renvoie la liste somme, terme à terme. Voilà. Donc on est parti d'un truc où il faut faire un triangle de Pascal, ce qui est super compliqué, à un truc un peu plus simple, c'est juste passer, je lui donne une ligne, il me donne la ligne suivante, et ça c'est encore un peu compliqué, je le redécompose encore en disant, bah, on a besoin d'une fonction qui ajoute un 0 devant, derrière, et qui additionne deux listes. Alors, représentation des données, ce que je disais tout à l'heure, on va utiliser une liste de listes entiers. Donc ça, c'est la représentation en Python là, de mon triangle de Pascal qui était écrit juste avant. D'accord? Donc on reconnaît ici les coefficients qui étaient ici. Voilà, comme ça. Sauf que là, on a tout redécalé un petit peu, on a redressé un peu enfin, un petit peu le triangle comme ça, quoi. Et évidemment, comme c'est du Python, là, on a rajouté les crochets là où il faut. Donc vous voyez bien qu'ici, c'est bien une liste. Et il y a aussi la liste principale, là. Toutes ces listes-là elles sont contenues dans une liste.
Voilà, donc passage à la ligne suivante, ajouter un 0 en fin, décalage à droite, somme de deux listes. Voilà, donc c'est les 3 éléments que j'avais dit ici, là. Donc, décalage à gauche. Donc retourne un décalage à gauche de la liste L, c'est-à-dire ça met un 0 à droite. Donc comment on fait pour mettre un 0 à droite? Une manière de faire, c'est comme ça. L concaténé avec la liste 0. D'accord? Concaténer deux listes, hein, c'est les réunir en une seule liste, en mettant les éléments les uns derrière les autres. Donc L concaténation liste 0, ça fait bien une liste comme ça qu'on avait initialement avec un 0 à la fin. De la même manière, bon, on aurait pu faire différemment, hein. Là, on aurait pu écrire directement, on aurait pu déclarer LR. Ouais, non, on aurait pu faire LR reçoit L et ensuite faire un append. Mais ça aurait modifié L, donc c'est pas bon. Ouais, donc là, c'est la meilleure manière de faire. Là, dans l'autre sens, ça permet de rajouter le 0 au début. Ouais, justement, Sarah, tu es en train d'utiliser append. Le problème d'utiliser append, c'est qu'on n'a pas le droit de faire append sur les paramètres. Parce que les paramètres, on n'a pas le droit de les modifier. Donc, je peux faire un append sur L. Ça modifierait L. Donc, j'ai pas le droit de faire ça. Donc, il faudrait que je copie L dans une liste LR, comme on avait fait tout à l'heure, quoi. Et à la fin, je fais un append, quoi. Et je rajoute un append de 0 en plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, LR initialement vide, for x in L, lr.append de x, et ensuite, une fois sorti de la boucle, faire lr.append de 0. Vous pouvez pas faire append directement sur L. Donc ça, c'est pareil dans l'autre sens. Donc ça rajoute un 0 devant. Somme de deux listes. Bah, pareil, on prend une liste résultat qui est vide. Ça ressemble beaucoup à l'entrelacement de tout à l'heure, quoi. Avec L1 et L2, là, c'est une liste de float. Donc c'est le même schéma que pour l'entrelacement. Sauf que là, dans LR, au lieu d'ajouter successivement L1 de i et L2 de i, j'ajoute la somme de L1 de i. La somme de L1 de i et de L2 de i. Voilà, donc ça va bien me faire la somme terme à terme de deux listes. Une fois que j'ai ça, ligne suivante, à partir d'une liste, je renvoie la ligne suivante. Bah, je fais un décalage à gauche, un décalage à droite, et je fais la somme des listes, hein, ce qu'on a vu. Vous voyez, c'est quoi. Si on voulait demander directement faire la ligne suivante, ça aurait été un peu compliqué. Hein, parce que là, hop, direct avec ces petits problèmes décomposés, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire le triangle de Pascal. Et pour faire le triangle de Pascal, bah, je pars d'une ligne, la première ligne, j'initialise, donc ça c'est la ligne courante. Donc au début de la ligne courante, je prends la première ligne, donc c'est la ligne qui est composée uniquement de 1. Je déclare mon triangle dans lequel pour l'instant il a juste la première ligne, et je dis, hein, pour chaque K, ça va être mon compteur de numéro de ligne courante, hein, pour chaque ligne entre 1 et n-1, je calcule la ligne suivante que je restocke dans ligne, et je le rajoute dans mon triangle de Pascal. Et ensuite, si je teste avec 9, là, je vais obtenir tout mon triangle de Pascal qui est comme ça. D'accord? Donc, évidemment, si définir triangle Pascal directement là, avec tout, l'écrire directement, bah, ça aurait été un petit peu fastidieux, peut-être source d'erreur, hein, parce que partout, il aurait fallu faire la ligne suivante, il aurait fallu décomposer avec tout ce qu'il faut faire pour faire une ligne suivante, etc., etc. Donc, ça aurait été un peu plus complexe, quoi. Alors que là, avec cette idée de décomposition, ça permet de résoudre des problèmes complexes de manière beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc, un nouveau type de données qui sont les nuplets ou les tuples. On peut les construire. Donc, pour les construire, je rappelle, on ouvre une parenthèse, on met entre un truc, virgule, un autre truc, virgule, un autre truc, virgule, un autre truc, voilà. Donc là, ça serait un quadruplet, par exemple, c'est 4 éléments dedans. La déconstruction, bah, A, B, C, D égale T. Hein, si ça c'était un tuple, T égale ça. Le déconstruire, c'est écrire A, B, C, D égale T. A va récupérer la valeur qui était là, B ici, C ici et D ici. On a vu des listes avec des éléments de type plus complexe, on a vu des listes de nuplets, hein, on a vu aussi les listes de listes. D'accord? Et on a vu pour la liste des nuplets comment les parcourir directement avec un for en les décomposant. Donc faites attention à ce que vous manipulez. À chaque fois que vous avez un nom de variable quelque part, ayez bien en tête quel est son type. D'accord? Que si c'est un tuple, bah, il va falloir le décomposer. Que si c'est une chaîne de caractères avec, enfin, une chaîne de caractères ou si c'est une liste et que vous utilisez un plus, c'est pas une addition.
c'est une concaténation. Par contre, si c'est des entiers et des flottes, si vous utilisez plus, là, c'est bien une addition. Pensez à lire le livre de cours, hein, ça réexplique tout ce que j'ai dit. Hein, là, on est au chapitre 7, là. Vous regardez le chapitre 7 du livre de cours, vous allez retrouver des exemples. Il y a pas mal d'exemples qui sont en commun avec que j'ai récupéré pour faire ce cours aujourd'hui. Et il y a à nouveau les explications écrites, hein, donc écrites d'une autre manière. C'est beaucoup, à la limite, ce sera plus efficace si vous avez besoin de revoir un peu ce cours-là, plutôt que de re-regarder ce cours qui a duré 1h45 à regarder. Vous regardez dans le livre, lire, c'est beaucoup plus rapide que de regarder une vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire. Du coup, je vais bien prendre vos questions donc sur le cours que vous avez maintenant, ou sinon pour si Évêque, tu veux poser ta question, je serais ravi d'y répondre. Sinon les autres aussi, si vous avez vous avez besoin d'une nouvelle explication sur un élément du cours, n'hésitez pas. J'attends un peu, vu qu'il y a un petit décalage toujours avec le chat. Ouais, donc tu es en train d'écrire ta question. J'attends, ça me permet de reposer les cordes vocales. Alors, pendant qu'Évêque écrit sa question, une question de Luciane. On peut revenir rapidement sur les itérateurs, sur les nuplets. Ouais, on peut regarder ça. Alors, c'était où? Touche. Voilà, il y avait un premier exemple ici pour parcourir des nuplets. Donc là, l'itérateur, là, on ne parcourt pas l'UNUPLAY, on parcourt parce que c'est une liste de NUPLAY. D'accord? Donc là, je peux parcourir directement en disant que P est type P, le NUPLAY personne. Je dis pour chaque NUPLAY P dans L, et ensuite je travaille avec P. Donc ça, c'est une première manière de faire. Et puis on avait vu aussi une autre manière, c'est pour directement le NUPLAY décomposé, hein, parce que c'est une liste de personnes, là. Donc personne, c'est un NUPLAY. Pour chaque NUPLAY décomposé comme ça dans la liste L, bah, ça va prendre successivement chaque personne, et ça va directement, à chaque fois que je prendrai une personne, elle sera déjà décomposée en son prénom, nom, âge et information, quoi. Évêque, ça a l'air long ce que tu écris. Alors, je sais pas si tu as toujours une question ou pas, ou si tu as abandonné, parce que tu as dit yes quand même. Lucienne, ça va ou pas? Si, à moins que tu aies une question plus précise sur ça, quoi. Voilà. Ok, donc ça suffit, hein. Alors, concernant le S2, je veux savoir si, étant donné que tu as beaucoup de mal avec l'info, bah, à mon avis, si t'as pas envie de faire info en S2, si ça te plaît pas et si t'as pas envie de continuer là-dedans, c'est pas nécessaire de prendre le cours d'info de L2, hein. Je trouve qu'il sera plus compliqué, hein. Donc, a priori, il vaut mieux prendre des matières qui t'intéressent plus, quoi. Si t'as du mal, et si tu veux pas continuer en info, bah, vaut mieux pas prendre le cours d'info. Et a priori, je pense que tout le monde, enfin, c'était surtout en maths où il y avait tout le monde pouvait pas le prendre. Enfin, je sais plus exactement quelle est la procédure pour choisir ses options au second semestre, hein, parce qu'il y a des histoires de premier arrivé, premier servi, des choses comme ça. Mais en tout cas, si ça te plaît pas, faut pas prendre ça, quoi. Si tu penses que tu vas te planter en Python, bah, là, tu te mets à bosser tout de suite, là. Et peut-être que tu vas avoir une révélation, hein, on sait rien. Je répète toujours, le plus important dans ce cours, c'est de pratiquer, pratiquer, quoi. D'accord? Donc, me regarder faire les exos devant vous, c'est bien gentil, quoi, mais ça vous apprend pas à programmer, quoi. La seule manière d'apprendre à programmer, c'est de se mettre devant Mister Python et programmer. Et chercher, chercher. Et quand est-ce que vous arrêtez de chercher? Bah, quand vous avez trouvé, hein. D'accord? Faut, faut persévérer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut jamais abandonner sur un exo, quoi. Éventuellement, vous pouvez passer à un autre exo et puis revenir un peu plus tard, mais il faut jamais abandonner. Faut chercher, 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 quoi. Ah, d'accord. Donc, si t'es en L0, ah, mais t'es en L0 MIPI, du coup. Mais peut-être que tu as envie de faire des maths, ça dépend ce que tu veux faire, en fait, quoi. Et concernant sur ta L1,
je sais pas quels seront les choix de matière en L0, mais là, en L0, là, si tu valides là, le cours de Python, eh bien, il sera acquis pour que quand tu passeras en L1 l'année prochaine, quoi. Tu l'auras, alors que les autres matières que tu fais, c'est juste de la mise à niveau. Mais là, le cours qui est ici, c'est le même cours que tout le monde, hein, la preuve, là, on est avec les biolos, là. Donc là, si tu valides ce cours-là, il est validé. Pour l'année prochaine aussi, tu n'auras pas besoin de le refaire. Donc si tu découvres que finalement ça te plaît, que tu finis par avoir un déclic et que ça devient beaucoup plus facile pour toi, eh ben, ça sera quelque chose que tu auras gagné, quoi. Et donc du coup, ça serait une bonne idée de reprendre celui du second semestre, quoi. Mais sur le niveau du L0, je sais pas trop du second semestre quelle est l'organisation des options, quoi. D'une manière générale, pour tout le monde, effectivement, choisissez l'option de prendre info au second semestre si vous voulez poursuivre là-dedans. Puisque pour poursuivre en licence d'informatique en L2, il faut avoir validé les deux, hein. Voilà. Et j'espère que ça répond à ta question. Sinon, bon, n'hésite pas à me contacter sur le Moodle, hein, si tu veux avoir d'autres questions. Voilà. Sinon, tu peux poser les questions aussi à la chargée de TD ou chargé de TD ou de tutorat que tu as, là, aussi, ils ont sur Note des bonnes réponses. Voilà. Donc, si tout ça c'est bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse. J'espère que, bah, écoutez, ça vous a plu. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau cours. Et entre-temps, n'hésitez pas à faire les exos que je vous ai donnés à faire, donc pour entraîner en plus des exos de TD, hein. Et préparez bien vos exos de TD avant d'aller en TD. Voilà, bonne semaine et à bientôt.